Un rapport parlementaire circule discrètement dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il liste les biens déclarés par plusieurs hauts gradés des forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC. Des villas à Gombe, des parcelles à Limete, des véhicules dont la valeur dépasse plusieurs années de salaires officiels cumulés. Le rapport ne fait pas la une, il disparaît dans les archives. Mais il existe. Et c'est précisément là que commence cette histoire. Pas une histoire de corruption abstraite, une histoire de patrimoine concret, documenté, visible et de l'institution qui l'a rendu possible. Voilà ce que les registres montrent, voilà ce que les témoins ont dit, voilà ce que ça signifie. Les origines du problème. Commençons par le cadre. Les FRDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, comptent, selon les chiffres officiels du ministère de la Défense, entre 130 000 et 150 000 soldats. Le chiffre exact varie, selon les sources et les années, parce que le registre des effectifs lui-même a longtemps été sujet à manipulation. Au sommet, des généraux. Beaucoup de généraux. La RDC possède l'un des corps d'officiers généraux les plus fournis d'Afrique centrale, disproportionné par rapport à la taille opérationnelle réelle de son armée. Des observateurs militaires internationaux, dont ceux du rapport du groupe d'experts de l'OVI de 2020, ont noté cette anomalie. Un général de brigade en RDC perçoit, selon les grilles salariales officielles publiées par le ministère des Finances, un traitement mensuel qui oscille, selon les périodes et les primes, entre 800 et 1500 dollars américains. C'est le salaire officiel. Ce que possèdent certains de ces officiers dépasse ce chiffre d'un facteur difficile à expliquer par l'accumulation salariale seule. Voilà le point de départ. Passons aux faits. Le cadre légal, ce qui devrait exister. Avant de parler des biens, parlons du système censé les surveiller. La RDC dispose, sur le papier, d'un mécanisme de déclaration de patrimoine pour les hauts fonctionnaires et officiers. Ce mécanisme est inscrit dans la Constitution de 2006, article 99, qui stipule que les membres du gouvernement sont tenus de déposer une déclaration de patrimoine au début et à la fin de leur mandat. En 2008, une loi a étendu en principe cette obligation à d'autres catégories de responsables publics, dont les officiers supérieurs de l'armée. La Cour constitutionnelle est l'institution désignée pour recevoir et vérifier ces déclarations. Le problème documenté est double. Premier problème, les déclarations ne sont pas systématiquement rendues publiques. Elles existent dans les archives de la Cour, mais l'accès est limité. Des organisations comme la société civile congolaise et des journalistes du réseau ANSECO ont tenté à plusieurs reprises entre 2015 et 2022 d'obtenir communication de ces documents. Les résultats ont été partiels. Deuxième problème, le mécanisme de vérification est structurellement faible. Il n'existe pas, à ce jour, d'équivalent congolais d'une agence anticorruption dotée de pouvoirs d'enquête autonomes, de budget indépendant et d'une protection légale pour ses agents. Ce qui existe sur le papier et ce qui fonctionne en pratique sont deux choses distinctes. C'est une nuance importante. Retenez-la. Gombe et ses villas. Ce que la géographie révèle. Gombe, c'est la commune la plus chère de Kinshasa. Ambassade, siège de multinationales, résidence de standing. Le mètre carré y est, selon les estimations immobilières disponibles auprès d'agences locales consultées par des journalistes d'investigation entre 2018 et 2023, entre 5 et 15 fois plus élevé que dans les communes périphériques. Une villa de taille moyenne à Gombe, 5 chambres, gardien, groupe électrogène, borage, se négocie couramment entre 300 000 et 800 000 dollars américains, parfois plus. Ce chiffre est important. Un officier général qui perçoit 1 200 dollars par mois devrait épargner, sans dépenser un centime, entre 20 et 55 ans pour acquérir un tel bien au prix du marché. Plusieurs officiers généraux de FARDC résident à Gombe. Certains y possèdent des propriétés. Ce n'est pas une allégation, c'est une réalité visible, documentée partiellement dans des rapports d'organisation de la société civile congolaise, notamment les travaux publiés entre 2016 et 2022 par la Ligue congolaise pour la lutte contre la corruption, la LICOCO. La LICOCO a, à plusieurs reprises, publié des listes de hauts fonctionnaires et militaires dont le patrimoine apparent semblait disproportionné par rapport aux revenus officiels connus. Ces listes ont été contestées par certains intéressés. Elles n'ont pas été démenties sur le fond par une contre-enquête institutionnelle. Voilà pour la géographie. Passons au mécanisme.
Le fil rouge, la villa de Gombe. Revenons à la villa. Ce bien immobilier, 5 chambres, murs crépis en blanc, véhicules garés devant, groupe électrogène audible depuis la rue, est notre fil conducteur pour la suite de ce script. Elle est réelle, elle est visible, elle est dans une commune où le salaire d'un général ne suffit pas à expliquer sa présence. La villa, deuxième apparition. Retournons devant cette villa de Gombe. Elle a été construite, selon des sources immobilières locales citées dans des reportages de presse congolaise, au milieu des années 2000, une période qui coïncide avec l'intensification des opérations militaires dans l'Est et l'afflux de fonds internationaux dans le secteur sécuritaire congolais. Ce timing n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais c'est une coïncidence que les enquêteurs notent systématiquement. Les périodes de déploiement militaire intense dans les zones minières coïncident dans de nombreux cas documentés avec des acquisitions patrimoniales visibles par des officiers en poste. Le groupe d'experts de l'ONU a formulé cette observation de manière plus technique. Dans ses rapports de 2018 et 2019, la présence militaire dans certaines zones minières s'accompagne d'une économie parallèle dont les bénéficiaires incluent des membres du commandement. Et elle représente quelque chose de précis, la matérialisation physique d'un système d'enrichissement que les institutions congolaises n'ont pas, à ce jour, réussi à démanteler de manière systémique. On va revenir à cette villa plusieurs fois. Les noms qui circulent et ce que le document montre. Le cas Amissi. Gabriel Amissi Kumba, connu sous le surnom Tango Fort, a été général de corps d'armée des FARDC. En 2012, le groupe d'experts de l'ONU a recommandé des sanctions contre lui, citant son implication présumée dans des réseaux de trafic d'armes alimentant des groupes armés dans l'est du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a effectivement imposé des sanctions à son encontre, gel des avoirs, interdiction de voyage, sanctions qui ont été levées en 2017 après révision. Ce qui est documenté, une recommandation formelle d'experts mandatés par l'ONU, des sanctions effectives, puis une levée. Ce qui reste flou, l'étendue exacte de son patrimoine personnel et les détails de ses avoirs au moment des faits. Ce cas illustre un point important. Les sanctions internationales ont en effet documenté. La justice nationale, dans ce cas comme dans d'autres, a été moins visible. Le cas Olenga. Muindu Akilimundus, dit Olinga, officier général dont le nom apparaît dans plusieurs rapports d'organisations de droits de l'homme pour des faits présumés commis dans l'est du Congo. Son nom figure dans des documents d'organisations comme Human Rights Watch. Ces cas ne sont pas des anecdotes isolées, ils sont des illustrations d'un pattern structurel. Et le pattern, c'est le suivant. Dans plusieurs cas documentés, des officiers supérieurs des FARDC ont exercé un commandement dans des zones de ressources. Des allégations d'enrichissement personnel ont suivi, et les mécanismes judiciaires congolais ont été lents, partiels ou absents dans leur réponse.